J'ai reçu de M. Christian Jacob et des membres du groupe Les Républicains une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91, alinéa 5 du règlement. La parole est à M. Sylvain Berrios. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, Monsieur et Mesdames les ministres, mes chers collègues, en janvier 2015, après les attentats perpétrés à Charlie Hebdo et à l'hypercacher de Vincennes, le Premier ministre, Manuel Valls, évoquait un apartheid territorial, social et ethnique en France. Il aura fallu attendre 15 mois, 15 longs mois, pour que le gouvernement décide d'inscrire en urgence un projet de loi présenté comme une réponse aux fractures sociales et sociétales de notre pays, qui trouve une expression particulièrement violente et dramatique ces derniers mois. L'intention est louable, et ce n'est pas parce que nous siégeons dans les bancs de l'opposition que nous méconnaissons la difficulté à légiférer dans des moments aussi sombres. Comment, dans ces conditions, ne pas souscrire à l'ambition du gouvernement de renforcer l'égalité entre nos concitoyens et d'œuvrer à un exercice plus incarné de la citoyenneté? Encore faut-il que le souffle, le sens et même la finalité du projet emportent l'adhésion. Examiner les causes qui conduisent une partie de la jeunesse, et pas seulement la jeunesse, à la désespérance est naturellement un objectif partagé. Et nous ne nous opposerons pas aux dispositions du titre 1 sur la lutte contre les discriminations. Ce projet de loi comporte des avancées dont certaines, prises une à une, peuvent être intéressantes. J'en veux pour preuve plusieurs dispositions sur le service civique. Mais ce projet de loi peut-il apporter un début de réponse aux attentes immenses et aux failles durables de notre contrat social? Ce qui conduit nos voisins anglais, il y a quelques jours, à se replier sur leurs frontières, nous guette depuis longtemps, sans que rien n'ait été fait pour tenter d'apporter, avec lucidité et pragmatisme, des réponses de fond aux tensions qui dissolvent insidieusement notre modèle républicain. D'où vient-on et où va-t-on? C'est la question que l'on se pose en lisant ce projet de loi présenté en fin de quinquennat, alors que la gauche est exsangue, la majorité éparpillée et la France bloquée. Avant même l'examen de ce texte, il s'agit déjà là d'un point de faiblesse que vous ne pourrez pas lever. Le calendrier et le contexte politique ne créent pas les conditions d'une unité autour du projet de loi, comme en témoignent les plus de 1100 amendements déposés par les seuls députés socialistes sur ce texte insatisfaisant et très en deçà des enjeux. Nous examinons aujourd'hui un projet de loi intitulé « Égalité et citoyenneté », qui s'appuie sur des constats très généraux et peine à fixer le cap. Il a vocation, écrivez-vous, mesdames et messieurs les ministres, à faire vivre une république en actes, d'autant plus fédératrice qu'elle se manifestera dans le quotidien des Français. Soit. Mais qu'entend-on par faire vivre? Cette expression qui revient en boucle, qu'il s'agisse de faire vivre la fraternité, de faire vivre l'égalité, de faire vivre les valeurs de la République, les idéaux républicains ou le sentiment d'appartenance à une collectivité publique. Ce que 20 ans de pouvoir politique, de droite comme de gauche, n'ont pas su corriger, votre projet de loi, par la magie du texte, saura-t-il l'infléchir? Ne péchez-vous pas par excès de confiance, voire même par angélisme? Régénérer les valeurs fondatrices de notre modèle républicain suppose de renoncer aux formules incantatoires auxquelles les Français n'adhèrent plus, précisément parce que la dimension d'intérêt général de notre devise républicaine n'est plus ni perçue ni comprise.
Or, il suffit de lire ce texte pour s'en convaincre. Ce n'est pas avec un catalogue de mesures disparates que l'on crée l'adhésion. Nous sommes en présence d'un inventaire à la Prévert dont le caractère désordonné est renforcé par 45 articles additionnels. Comment convaincre nos compatriotes quand vous nous présentez un milkshake législatif allant de la parité dans les instances académiques à la définition des auberges de jeunesse ou la fréquence des ventes au déballage. Est-ce cela, mesdames et messieurs, faire vivre les valeurs de la République? Quelles mesures phares propose-t-on, mes chers collègues, pour donner aux Français le sentiment qu'enfin ça bouge ou qu'enfin on est en marche? Quel revirement dans les pratiques, les usages, les méthodes ce texte impulse-t-il? Que retiendra-t-on in fine de ce projet de loi? Espère-t-on une rupture par l'affirmation orgueilleuse du principe d'ardente obligation pour la nation tout entière de permettre la réalisation d'un engagement citoyen? Pense-t-on qu'avec des formules aussi creuses, on redonnera espoir à des jeunes en mal de sens et que l'on renforcera le rôle du législateur dans la mise en œuvre d'un projet d'avenir pour notre pays? Votre projet de loi ne comporte pas dans son ADN la volonté de fédérer. Bien plus, il crée, avec le titre 2, les conditions de la désunion et de la désorganisation. Je vois l'impatience de Madame la ministre. Un seul exemple, celui du logement social. Tous les maires le savent, la loi est déjà très contraignante. Elle perd les administrations comme les demandeurs de logement dans les méandres de démarches longues et complexes. Avec le titre 2, qui n'est pas sans courage, Madame la ministre, y compris à l'égard de votre majorité. Néanmoins, on renonce à simplifier le secteur du logement social. On tourne le dos à l'objectif recherché, puisque précisément on modifie et élargit les critères de priorité, on crée des quotas supplémentaires, on prévoit un nombre croissant d'intervenants dans l'élaboration des plans et des conventions. Plus préoccupant, la loi continue d'ériger les maires en ennemis, au lieu d'en faire des partenaires pour la réussite d'une politique nationale du logement dont on attend toujours les principaux axes. Quelle arrogance il y a à prétendre résoudre la question du logement social sans y associer les maires qui sont les principaux acteurs, alors qu'il conviendrait au contraire de s'astreindre à un travail de dentelle permettant de dégager localement des solutions. Pourquoi ne pas choisir de doter davantage les communes qui font du logement social plutôt que de mobiliser tous les moyens coercitifs pour étouffer celles qui sont carencées? Vous indiquiez tout à l'heure que le seul respect des quotas dans les villes carencées permettrait la construction de 700 000 logements. D'abord, ça supposerait qu'on puisse le faire dans les délais voulus, mais surtout, on est loin de l'objectif connu de tous, qui est plutôt de 3,5 millions. Ne voyez-vous pas l'évidente contradiction entre la réduction autoritaire et aveugle des moyens financiers des communes dites carencées, c'est-à-dire n'ayant pas atteint le quota de 25% de logement social fixé par la loi SRU, et la volonté de ces mêmes communes, rattrapent leur retard en matière de logement social? Vous préférez renforcer encore l'arsenal de sanctions, telles que l'augmentation de taux de prélèvement de 20 à 25% du potentiel fiscal par habitant, ou la multiplication par 6 des contributions communales au financement des opérations de construction décidées par les préfets. Dans quel but? Améliorer le logement social? Certainement pas. Il s'agit, plus vulgairement, de remplir les caisses de l'État. Quant à l'article 31 bis, il prévoit que les communes carencées au titre de la loi SRU ne seront plus éligibles à la dotation de solidarité urbaine. En d'autres termes, plutôt que de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de ressources et supportant des charges élevées, le gouvernement juge prioritaire de les priver encore davantage de subsides. Où est la réflexion, l'écoute, la compréhension des territoires et des communes? Êtes-vous à ce point sourd ou aveugle pour ne pas comprendre qu'une commune bénéficiant de la DSU, par essence, est une commune accueillant des publics fragiles nécessitant précisément de l'attention? Il y aurait donc, selon vous, des Français en difficulté que l'on aiderait plus ou moins selon leur lieu de résidence. Si l'on suit votre raisonnement,
L'objectif de mixité sociale que vous prétendez défendre, en imposant une politique de peuplement arbitraire aux communes, conduirait donc les publics les plus fragiles, désignés pour peupler les communes carencées, à être moins aidés et accompagnés que s'ils demeuraient dans leur commune d'origine. Dans le même esprit, où est la logique de priorité lorsque vous continuez à prétendre que les 2/3 de la population française est éligible au logement social? Ne devrait-on pas plutôt s'intéresser aux 10-12% des Français qui ne peuvent pas se loger sans intervention de la puissance publique? La politique du logement mobilise plus de 45 milliards d'euros par an, soit plus de 2,2% du PIB. Record d'Europe des dépenses pour ce secteur. Et pour quels résultats? Vos choix politiques et idéologiques, depuis les premières lois dites Guesso, du nom du ministre communiste de l'époque, que vous pouvez saluer à juste titre, Monsieur le Président Chassaigne, sont injustes et inefficaces. 70% de la population est éligible au logement social. Mais seulement 25% des ménages les plus modestes en bénéficient. Mais à quel moment, mesdames et messieurs les ministres, interrogez-vous les maires carencés ou les communes dites carencées sur les raisons qui les empêchent de construire davantage de logements sociaux? Cultivant une logique manichéenne, vous considérez encore qu'il y a ceux qui veulent bien et ceux qui ne veulent pas, ceux qui sont égoïstes et ceux qui sont généreux. C'est caricatural. Dans la commune dont je suis maire, Saint-Maur-des-Fossés, ville dite carencée, plus de 50% des habitants sont éligibles au logement social. Et il y a un quartier prioritaire au sens de la politique de la ville. Nous sommes loin, très loin, du ghetto de riches que certains aiment à décrire. L'harmonie de Saint-Maur-des-Fossés ne se trouve pas et ne se trouvera pas. Et ne trouvera pas sa source, certainement pas, dans la contrainte de l'État, mais dans le contrat qu'il est possible de proposer à tous. La question est beaucoup plus complexe que les termes dans lesquels vous entendez une nouvelle fois la poser. Si elle était aussi simple d'ailleurs, elle aurait été réglée depuis longtemps. En pratique, votre projet de loi revient à légiférer pour 2 douzaines de communes carencées, dont quelques-unes seulement sont réfractaires. Autrement dit, la loi ne vise pas la politique de logement social en général. Elle ne poursuit pas un objectif d'intérêt général. Elle veut se concentrer sur quelques exemples des communes mis au pilori, une solution de facilité pour laquelle, au passage, il est plus facile de s'assurer une couverture médiatique. Par ailleurs, à continuer de vouloir construire en zone urbaine tendue, vous créez une difficulté supplémentaire. Dans ma commune, par exemple, la densité est 2 fois supérieure à celle du département du Val-de-Marne. Nous sommes en zone inondable au titre du PPRI. Le foncier est cher, les équipements publics au maximum de leur utilisation. Quel sens y a-t-il à vouloir densifier encore alors que les conditions ne sont pas réunies pour accueillir de nouveaux habitants? Que l'on songe seulement aux écoles ou aux équipements sportifs. Pense-t-on pouvoir construire du jour au lendemain, avec les sanctions que l'État applique à les communes telles que Saint-Maur-des-Fossés, les équipements requis alors qu'il n'y a pas de foncier disponible? Et plus profondément, vous interrogez-vous sur les conditions dans lesquelles s'inscrivent les programmes de logements sociaux? Les maires, eux, le font, parce que c'est leur devoir. Suffit-il de décider de la réussite scolaire des élèves? Vous savez que non. Suffit-il de décider du plein emploi? Encore moins. Je crois que vous êtes bien placé pour le savoir. Pour les mêmes raisons, il ne suffit pas de brandir la mixité sociale comme un étendard en supposant que la contrainte lèvera toutes les difficultés. Encore faut-il créer des conditions sur le temps long de sa mise en œuvre. C'est à quoi les maires s'emploient. Sur le terrain, nous sommes nombreux à observer qu'il est plus efficace de développer des programmes de logements sociaux à taille humaine, progressivement, pour tenir compte à la fois des besoins des demandeurs de logement et laisser le temps aux habitants de s'habituer à l'idée que la mixité peut être un bien vécu. Des solutions intéressantes, l'intermédiation locative, l'accession sociale à la propriété,
doivent et peuvent être utilisés intelligemment et par tous et partout. La bonne méthode, mesdames et messieurs les ministres, ce n'est pas la brutalité. L'actualité, d'ailleurs, vous en fournit des exemples au quotidien. L'expérience montre qu'en matière de logement social, il vaut mieux prévoir des aménagements mixtes et anticiper la nécessité éventuelle d'accompagner les fragilités des adultes et des enfants qui vont y vivre, plutôt que de créer des poches de détresse sociale qui risquent de forger ou renforcer les phénomènes d'exclusion. Or, curieusement, les maires sont écartés de votre projet de loi, malgré les déclarations appuyées de François Hollande lors du dernier salon des maires. Un seul exemple, ou deux. Lors des attributions de logements, désormais, la substitution du préfet va devenir la règle pour les villes carencées. Ou même la transmission des données sur le parc social, qui prévoit que les agences d'urbanisme et les CIE soient destinataires des données, de l'ensemble des données des bailleurs sociaux, mais pas les maires. Ceux qui sont les acteurs premiers n'ont pas le droit aux données d'analyse leur permettant d'agir. Plus préoccupant, le texte entend apporter un contre-pouvoir aux maires en élargissant les prérogatives des EPCI et les pouvoirs du préfet par substitution. Il y réaffirme la position d'ensemble du gouvernement à l'égard des maires, à savoir une position de défiance a priori. Or, qui mieux que les maires connaît leur territoire? Quels bénéfices espérez-vous obtenir en éloignant davantage le demandeur social de sa commune? Mais prenons même l'hypothèse d'une intercommunalisation du logement. Alors pourquoi continuer à punir les communes? Allons jusqu'au bout du raisonnement, à l'instar de Paris, qui consolide ses obligations au niveau du territoire parisien. Y aurait-il deux poids, deux mesures? L'une pour Paris, et puis le reste pour les autres territoires. En préférant la contrainte au contrat avec les maires, vous mettez en réalité un terme à la confiance que les acteurs ont su tisser. En qualité de maire, le travail que j'ai pu entreprendre a permis de dépasser le cadre strict d'un contrat de mixité sociale et ainsi de porter des projets ambitieux, nouveaux, qui n'avaient pas été intégrés dans le contrat de mixité sociale, mais qui font appel à la réalité, au pragmatisme du quotidien entre un maire, l'État et l'ensemble des acteurs sur le terrain. Et ce faisant, vous allez vous priver de la capacité de conviction des élus que vous définissez a priori comme des adversaires de mauvaise foi. Vous allez aussi créer des conditions de blocage financier et juridique majeures. Plutôt que de contraintes, il faut libérer la construction de logements, se concentrer sur les publics les plus fragiles, aider les personnes plutôt que les bailleurs, favoriser le parcours résidentiel jusqu'à l'accession à la propriété, mettre fin progressivement à la loi SRU, et préférer le contrat avec les communes et les territoires aux mesures coercitives inefficaces depuis 15 ans. Plus généralement, quel manque de réalisme, de respect quand vous demandez au préfet d'assurer avec la même énergie la sécurité de nos concitoyens sur un territoire quotidiennement menacé et la mobilité des demandeurs de logements sociaux d'une commune à l'autre, tels des pions sur un échiquier. Depuis 4 ans, ce gouvernement s'érige tantôt en censeur, tantôt en procureur, pour niveler par le bas, opposer les acteurs et recycler les vieilles recettes qui n'ont pas porté leurs fruits depuis 15 ans en France et pas davantage chez nos voisins européens. Dans ces conditions, il n'est guère étonnant que l'on s'inscrive avec ce texte dans l'affichage le plus caricatural en matière d'égalité, que vous imaginez une nouvelle fois se muer en égalité réelle par le pouvoir de la pensée magique. Le groupe Les Républicains ne peut pas souscrire au principe de référent identifié, dit délégué du préfet dans le cadre du renforcement des conseils citoyens. Sur les territoires, le référent identifié, c'est le maire, par essence. C'est lui qui connaît sa ville, c'est lui qui est capable d'agir. Ce n'est pas un préfet délégué, nouvel tract administratif issu du pouvoir central. Néanmoins, il y a des éléments du titre 3, Madame la Ministre, auxquels les Républicains souscriront, notamment les actions envisagées pour l'amélioration de la langue française et la valorisation des apprentis.
Mais nous pouvons regretter de devoir exprimer une position qui se limite à donner des bons et des mauvais points à des mesures prises isolément, sans philosophie d'ensemble. D'ailleurs, l'objectif de renforcement de la langue française est, hélas, contredit par l'affaiblissement de cette même langue française, de l'apprentissage de l'orthographe et de la grammaire au collège, décidé par la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem. Je vois que ça fait réagir, donc c'est probablement très vrai. C'est très vrai. Et d'ailleurs, je pense que les professeurs de collège reviendront vers vous dans vos circonscriptions. Et je suis sûr qu'ils vous ont déjà largement interpellé sur cet affaiblissement de l'apprentissage de l'orthographe et de la grammaire au collège. Quant à l'affirmation du primat de l'égalité homme-femme, nous partageons pleinement l'objectif qui va dans le sens de l'histoire et de l'intérêt général. Il se traduit dans le texte par une stricte parité dans les jurys de concours ou la possibilité d'action de groupe en cas de discrimination à l'embauche. Mais monsieur le rapporteur général, ne souriez pas si vite. Dont acte de cette avancée, que ce sont des avancées réelles. Mais quelle solution apportez-vous sur le terrain de l'égalité salariale, principale cause d'inégalité entre hommes et femmes en France? On est loin, très loin des attentes des Français. Or, ce texte aurait pu, Madame la Ministre, être un texte qui vous aurait permis une avancée significative dans ce domaine, un domaine qui est encore une fois très, très attendu par les Français. Ce projet de loi, mes chers collègues, c'est au fond le dernier tour de piste d'un gouvernement qui ne parvient pas à rassembler la gauche. Et plus préoccupant pour leur représentation nationale, qui ne parvient pas non plus à rassembler les Français. C'est le énième coup de force d'un gouvernement qui a failli tout au long du quinquennat à redonner à l'État et aux acteurs locaux leur lettre de noblesse et leur capacité d'action. Plus grave, il nie le principe de libre administration des collectivités territoriales, pourtant garanti par la Constitution, et fait des maires des boucs émissaires faciles, alors que ce sont les seuls acteurs politiques qui résistent à l'érosion de la confiance des Français. Mes chers collègues, ce projet de loi aurait pu être une chance pour notre pays. Rapiécé, il court le risque de devoir être simplifié ou corrigé dans un véhicule législatif ultérieur, à l'instar des lois Macron ou la loi Allure, qui a durablement bloqué la situation. Rempli de mesures tantôt inapplicables, tantôt anecdotiques, alternant vœux pieux et coups de bâton symboliques, ce texte commet la triple erreur de rigidifier encore le secteur du logement social, de n'engager aucune réforme de fond et surtout de n'offrir aucune forme d'espérance à un pays en crise. En somme, il affaiblit simultanément l'exécutif et le législatif. Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, je vous demande d'adopter cette motion de rejet préalable en conservant à l'esprit notre volonté de porter, dans quelques mois, un projet alternatif qui soit cette fois réellement porteur d'espérance. Merci, monsieur le député.